Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre seul international d'information en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au sommaire de l'actualité ce matin, la France avec l'état d'urgence qui a été prolongé pour 3 mois au lendemain, bien évidemment, des attaques simultanées du 13 novembre qui ont fait près de 129 morts et 350 blessés. Nous parlons également de la République centrafricaine avec les élections législatives et présidentielles qui sont donc en vue pour le 27 décembre et bien évidemment ce référendum constitutionnel prévu pour le 13 décembre avec la venue du pape et surtout ce déploiement de presque 1200 casques bleus pour renforcer les 10 000 hommes déjà sur place du côté de Bangui. Le Nigeria également fera partie des thèmes à développer ce matin et surtout la réaction de Sambo Dasuki, ce colonel d'armée qui dit avoir tous les accusés de réception, s'agissant bien évidemment des armes et du matériel de guerre acheté pour le compte de l'armée nigériane. Nous parlons aussi du classement du Cameroun pour ce qui est du climat des affaires. Un climat des affaires qui s'améliore, on peut le dire. Ça sera avec Serge Bondier. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. Retour sur le plateau de la matinale de l'information. Serge Bondier, bonjour. Bonjour le Roger Noyer, madame, monsieur, infiniment merci pour votre marque de fidélité à Canal 2 Info. Alors, le climat des affaires au Cameroun semble s'améliorer, le climat se dissipe un peu, on peut entrevoir l'avenir avec un peu d'optimisme. Peut-être un peu d'optimisme, on va vous prendre un peu au pied parce que le classement Global Entrepreneurship Index 2016, basé donc à Londres, a fait donc une étude sur 35 pays africains. Sur les 35, le Cameroun occupe donc le 19e rang. Un climat qui a été revu à travers plusieurs initiatives et qui sont prises non seulement par les pouvoirs publics, on a vu les forats qui sont organisés à travers le Cameroun Business Forum et plusieurs autres espaces qui sont revus par plusieurs directions qui sont en charge de voir épanouir un peu les opérateurs économiques. Ces index qui passent également par la facilité et la force pour ces États africains de créer des start-up, d'accompagner le secteur de l'économie, de lutter efficacement contre la corruption et de voir un peu en veilleuse comment on peut étendre un peu les réseaux informatiques à travers l'Internet. Et donc plusieurs pays ont été passés au peigne fin. Le Cameroun qui occupe ainsi ce rang donne un peu de l'espoir, mais un espoir qui est dissipé dans la corruption et dans le clientélisme qui est né au niveau même des affaires de l'État du Cameroun. Mais il faudra revoir un peu de près la manière avec laquelle les pouvoirs publics ont donc choisi d'accompagner le secteur. De moins en moins, les PME sont accompagnés. Le financement devient une problématique assez difficile à comprendre même pour ces investisseurs, même si ce matin, on nous fait comprendre quand même qu'il y a quelques pays africains qui se sont positionnés, parmi lesquels l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Botswana, qui sont des pays, d'après ce classement-là, qui sont facilement acceptables en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat, même pour les opérateurs économiques et même pour les étrangers qui voudraient voir un peu prospérer leurs affaires. Donc, dans ce classement, on accorde très peu de crédibilité dans un pays comme le Cameroun. Juste parce que c'est un pays où la corruption règne, où tous les segments même sont gangrénés par la corruption, Serge Bondier, avec ce clientélisme dont vous faites allusion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se développer avec tous ces mots ou alors il faut d'abord une cure de cheval pour que les choses changent un tout petit peu? Je vais vous surprendre peut-être en parlant de réelle volonté politique. C'est le pouvoir public qui impulse la dynamique, même si on dit quelque part que c'est le secteur privé qui crée de la richesse dans l'emploi. Il faut de manière fondamentale que cela soit ancré dans les habitudes des populations et même de ceux-là qui sont désormais appelés opérateurs économiques. Beaucoup pensent que ce sont des commerçants qui s'ingèrent ici dans les affaires et qui veulent se tailler une place dans l'échiquier économique national. On a du mal à accepter également la manière avec laquelle certains dossiers sont montés. Et
également la manière avec laquelle sont gérées les entreprises dans le secteur privé, même si l'État parfois essaie un peu d'amener une touche particulière dans la restructuration. Beaucoup ont du mal à être éligibles au niveau du bureau de mise à niveau des entreprises mises en place par le gouvernement de la République à travers donc le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Donc il y a encore beaucoup à faire pour ces opérateurs économiques-là. On a quand même eu des pans assez importants. Le gouvernement qui prend donc un peu plus de 60% donc en main donc en termes de diagnostic pour les entreprises qui peuvent être éligibles donc à ce niveau-là. Ils sont donc arrivés pour les opérateurs qui ont été envoyés tout récemment. Je voudrais un peu qu'on essaye de voir un peu les possibilités pour le Cameroun si les opérateurs venaient à se mettre à jour. On a vu avec l'appui du ministère donc de l'économie, certains qui sont descendus pour faire un peu l'expertise dans ces entreprises-là. On a remarqué quand même que beaucoup d'entreprises camerounaises affichent une double comptabilité, c'est-à-dire voire même une triple. Il y a une comptabilité qui est celle du fisc lorsque les impôts se présentent. Il y a une comptabilité qui regarde un peu l'état de l'état de fonctionnement en interne, c'est-à-dire entre la gestion même cavalière entre guillemets de l'entreprise et le patron. Il y a une comptabilité qu'on présente devant les opérateurs avec lesquels on voulait avoir des joint ventures pour mieux se positionner. Donc ça fait des types de comptabilité qui ne facilitent pas donc certains mouvements, alors qu'on demande de positionner et de faire valoir des chiffres exacts pour qu'on puisse être aidé. Ce n'est pas facile. La mise à niveau qui intervient à ce niveau fragilise également le climat des affaires à travers la corruption. Pourtant, cette mise à niveau vient, si beaucoup venaient à l'accepter, elle pourrait prospérer parce qu'on est à deux doigts donc de signer les accords de partenariat économique entre le Cameroun, beaucoup de pays africains et l'Union européenne pour voir comment ce qu'on pourrait faire et surtout proposer Made in Cameroun pour pouvoir vendre à l'étranger. On a heureusement quelques aliments produits au Cameroun qui font un peu notre fierté. On a le miel d'Oku, on a également le poivre de Penja. Est-ce qu'avec ça, qu'on sera émergent à l'horizon 2035? Là est la question. En tout cas, nous pensons que nous pourrons être émergents d'ici 2035 si effectivement il y a cette volonté politique et si effectivement cette corruption est réduite à sa plus simple expression, si ce clientélisme dont vous faites allusion ne fait plus partie des circuits que devons, n'est-ce pas, de temps en temps prêter. Lorsqu'il y a des grands chantiers qui sont en vue ou lorsqu'il y a des grands projets qui sont en vue. Et surtout les grands projets, parce que c'est même l'occasion jamais de pouvoir apporter de la plus-value dans le traitement même de ces entreprises. On a beaucoup qui prennent en main les marchés, le cas des marchés publics par exemple, avec le ministère des marchés publics, où beaucoup vont là-bas soumissionner des marchés, mais les mêmes entreprises sont dissoutes dans une certaine manière de fonctionner. Et donc c'est les mêmes propriétaires, mais qui changent simplement de nom d'entreprise pour pouvoir et espérer avoir un peu de l'argent public. Un marché public, c'est l'argent public, c'est l'argent du contribuable. Et dans le fond, lorsqu'on réfléchit encore, on s'étonne, le président de la République l'a souvent dit dans ses discours, il s'étonne un peu de la sous-consommation, voire même la non-consommation donc de budget d'investissement public, alors que les gens sont engagés. On a des entreprises qui fonctionnent dans des mallettes, dans des sacs, et qui n'ont pas l'expertise nécessaire, mais c'est à ceux-là à qui on confie. Et donc les reines de l'économie camerounaise, parce que ainsi engagés dans les projets structurants, ainsi engagés dans des petits marchés, dont le reprofilage des routes entre autres, et puis voire même les marchés qui ont trait à l'assainissement, c'est ces entreprises qui n'ont pas l'expertise nécessaire, mais pourtant les dossiers sont bien montés, très bien ficelés, mais l'expertise qui va sur le terrain pour voir effectivement si les instruments qui seront utilisés dans le cadre des marchés qui leur sont attribués, ces instruments répondent véritablement aux normes dictées par les principes qui sont vus par les pouvoirs publics locaux du Cameroun. Ce sont des indices sur lesquels les experts internationaux s'appuient pour dire que la corruption est permanente et que l'expertise internationale voudrait voir ces choses-là changer et surtout changer au profit du pays et qui a véritablement un potentiel sur le plan économique assez considérable. Merci Serge Bondier d'être donc passé ce matin pour ces clarifications et surtout ce classement. Il est certes vrai que c'est un sursaut d'orgueil, mais il faudrait bien évidemment que les autorités compétentes des pouvoirs publics se battent pour que le Cameroun puisse occuper la première marche du podium et devenir une véritable destination pour les investisseurs. Merci et Patrick Issano, bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Serge et bonjour à nos téléspectateurs. On va aller tout de suite du côté de la France où l'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois, au lendemain bien évidemment de ces attaques simultanées de Paris qui ont laissé sur le carreau près de 129 Français, sans compter les blessés graves, évalués à près de 350 aujourd'hui. Alors,
Mais la grosse actualité qu'il faudra relever ce matin, c'est que le cerveau présumé de ces attentats aurait été tué. En tout cas, Louis Roger, cette information-là reste officielle. Ça n'est pas une rumeur. On va dire que les autorités françaises l'ont confirmé hier. On était en train de spéculer, hein, parce que cela allait dans tous les sens. Est-ce que finalement, le commanditeur présumé de ces attentats, Abdelhamid Abaoud, était compté parmi les victimes, puisque les forces de sécurité avaient affirmé, par la voix du procureur de Paris, le procureur Moulin, que finalement, il n'était pas compté parmi les personnes interpellées. Donc la seule piste, ou alors les deux possibilités qu'il y avait, était de savoir qu'il fait partie des victimes, ou alors qu'il avait échappé aux mailles, n'est-ce pas, de cet assaut qui a été lancé dans la banlieue parisienne de Saint-Denis. Donc finalement, c'est confirmé. Peut-être un apaisement pour le cœur, n'est-ce pas, des Français, non seulement de cette localité, mais de la France, qui souffle le chaud et le froid depuis vendredi dernier, il y a une semaine. Et aujourd'hui, on peut simplement dire que si les éléments qui sont confirmés aujourd'hui par les services de sécurité françaises sont tels qu'ils sont, on n'en doute pas, c'est peut-être, on va dire, un danger de moins, mais pas le danger qui est en moins. Parce que, allez-vous bien imaginer que d'autres complices courent encore et que les stratégies qui touchent aujourd'hui la France, très souvent, sont élaborées très loin de la France. Quelques-uns et quelques témoignages que nous avons eus à partir de ce qui a été reflété de ces attentats-là font état de ce que, finalement, c'est la déportation du danger qui se fait de la Syrie vers la France, hein, sous prétexte que la France, elle aurait aussi amené ce danger-là du côté de la Syrie. Donc, on peut se réjouir de ce qu'il y ait un élément comme celui-là. C'est peut-être bien pour le moral, pour la psychologie et même le mental des populations actuellement, mais le problème reste essentiel et fondamental. Est-ce que la sécurité aujourd'hui des frontières et du territoire du côté de l'Europe et notamment de la France est assurée? Voilà peut-être la question à laquelle il va falloir répondre. Alors Serge, je voudrais s'exprimer sur cette question liée à ces attentats de Paris avant de quitter le plateau. Serge? Justement, ce qu'il faut comprendre aussi tout de suite, c'est un peu la manière avec laquelle les terroristes opèrent aujourd'hui. On a vu le cas, par exemple, de Al-Qaïda, qui a des nouvelles techniques avec lesquelles il a opéré. Aujourd'hui, c'est l'État islamiste qui passe aussi par des attentats suicides. Ce qu'on voudrait relever aussi, c'est de voir un peu la faillibilité du système de sécurité européen, donc de manière globale, par la France. Comment comprendre qu'un terroriste soit pourtant recherché, soit rentré sur le territoire de l'Union européenne, aller même en France, séjourner en France pendant les attentats, être sur place, mais à la clé espérer pouvoir ressortir. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. On a vu le déploiement de plusieurs forces de défense et de sécurité et même les renseignements généraux français donc se remettre ainsi au devant de la scène. Et tout à côté, il faut saluer donc la force donc des agents donc de renseignement venus du Maroc qui ont abouti là à un véritable résultat assez conséquent aujourd'hui qui a conduit à dépister l'auteur présumé donc de ces attentats du 13 novembre dernier en France. Il faut également dire que, d'ailleurs, une rencontre au sommet est prévue ce jour à Paris et à l'Élysée entre le président François Hollande et le roi du Maroc pour revenir un peu sur le renforcement de ce système de sécurité parce que le Maroc lui-même, il n'est pas très loin de ce type d'attentats, de ce type d'attaques dont ils sont en alerte maximum depuis plusieurs années au Maroc. Et d'ailleurs, vous imaginez que c'est l'un des pays africains qui a un grand nombre de touristes chaque année. Si on venait à parler de ce type d'attentat dans ce pays-là, finalement, le Maroc va prendre un véritable coup sur le plan de son économie. Donc, on va saluer les efforts qui sont poursuivis par les autorités françaises à travers les différents ministères, également par les pays donc, de la coalition, les pays européens qui accompagnent la France dans cette bataille, dans cette lutte contre le terrorisme, en passant par la Russie, également les États-Unis d'Amérique, qui ont donc décidé de combattre jusqu'à son dernier retranchement, donc les membres de Daesh, et qui sont ainsi à la base donc, de ces attentats survenus ces dernières semaines, ces derniers mois dans le monde. Merci Serge Bondier. On va poursuivre, hein, Patrick Christian. D'abord, en attendant, bien évidemment, d'avoir Élise Mythe sur ce plateau. Alors, Patrick Christian, d'abord, tout à l'heure, Serge Bondier parlait de cette... comment ce djihadiste a-t-il pu arriver en France
sans être au préalable identifié, sans être identifié. Pourtant, les services français de renseignement l'avaient déjà sur leur fiche. C'est quand même assez surprenant. Oui, écoutez, la question essentielle, hein, elle reste celle-là que je vous donnais au terme de mon propos. Et c'est d'ailleurs avec emphase que Serge Bondier évoquait la problématique de la sécurité des frontières. L'espace Schengen en lui-même est devenu une véritable question, une interrogation. Est-ce que l'espace européen, et notamment l'espace Schengen, serait devenu un véritable passoire? On peut se poser cette question quand on sait qu'on peut localiser des terroristes présumés du côté de la Belgique, qu'ils soient contrôlés à la frontière avec la France et qu'ils se retrouvent sur le territoire français et que malgré toutes ces procédures qui sont mises en place, on a quand même de la difficulté à se rendre compte que c'est des personnes qui sillonnent et qui sont finalement un danger permanent pour la sécurité des pays. Alors, quand vous avez à la fois une politique rude, parfois très répressive, regardez le nombre finalement d'immigrés qui sont morts dans la Méditerranée, regardez la politique répressive que l'Europe a toujours eue par rapport à ces immigrés. Et aujourd'hui, l'Europe qui nous dit avoir la capacité de contrôler ses frontières est tellement en difficulté au point où certains analystes remettent aujourd'hui en cause même l'existence de l'espace Schengen. C'est aujourd'hui une problématique. D'ailleurs, une réunion des ministres de l'Intérieur, n'est-ce pas, de cet espace-là, a lieu aujourd'hui parce que la question est reposée sur la table. Comment faire pour que l'Europe, finalement, recontrôle ses frontières et ait de l'efficacité dans ce contrôle? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler, mais il s'agit d'avoir une efficacité. Quand on a pris le cas d'un de ces terroristes assassinés, on se rend bien compte qu'il s'est fait enregistrer par la Grèce, il a fait son parcours pour se retrouver en France, et on a l'impression que c'est fait de manière délibérée, pour marquer d'abord un coup psychologique, et pour signifier aux Occidentaux qu'on vous touche en plein cœur de votre existence en utilisant les failles de votre système sécuritaire. Donc, on est en droit, lui, Roger, de se poser la question de savoir si véritablement on peut dire que l'espace Schengen, et notamment l'Europe aujourd'hui, a une sécurité fiable. La question reste posée et elle reste fondamentale. Alors, Serge, avant certainement... De partie, je voulais juste ajouter, dans le système de sécurité, on a remarqué que beaucoup de Français ou alors beaucoup d'Européens qui sont candidats au djihad, qui vont se faire entraîner dans ces camps de concentration du côté de la Syrie et bien d'autres pays, on dit là-bas que lorsque vous arrivez, la première chose à faire par ces islamistes, c'est d'abord de récupérer les passeports. Donc, ils ont des tonnes et des tonnes de passeports appartenant aux Européens qui, à chaque fois, ils peuvent les falsifier donc à leur fin pour aller dans ce combat. On a également vu au niveau de la France, hein, on a bien peur de cette poussée extrémiste et qui puisse ne pas permettre aux musulmans de France, par exemple, de bien se comporter. On a vu le cas du Conseil français du culte musulman, où les musulmans indiquent là-bas que celui qui a été placé sous Sarkozy à la tête de ce Conseil français du culte musulman n'a pas éprouvé l'assentiment de l'ensemble des musulmans de la communauté. Ça a créé des haines, ça a créé des frustrations, mais l'information doit circuler en termes de surveillance même de ces musulmans. Et on a bien peur aussi de ce qu'on pourrait avoir au niveau de la confusion, au niveau même de l'identité de chaque musulman qui désormais se sent un peu influencé par cette bataille, par ces renseignements, par ces interrogatoires de part et d'autre. Donc il n'y a plus véritablement cette liberté de circuler. Pourtant la France est le pays des libertés, de l'égalité et même de la fraternité. Merci Serge. Je vais poursuivre avec ce sujet constat, bien évidemment, la France, pour dire, Patrick Christian d'abord, qu'il a fallu quand même 5000 munitions pour avoir la peau d'Abdelhamid Abaoud. Et s'il avait été véritablement, parce que moi je reste encore sceptique et cela, ça m'engage, ça devait être un trophée de guerre que les autorités françaises devraient brandir. On ne devait pas avoir sa photo, ne serait-ce que mort, pour apaiser encore davantage le cœur des Français. Est-ce que vous n'estimez pas que le fait de n'avoir pas posté sa photo mort, même si c'est criblé de balles, est encore une autre manière de laisser persister le doute dans l'esprit des Français que ce djihadiste recherché est encore en vie et serait quelque part? Ben écoutez, c'est très difficile dans la gestion finalement de la traque des terroristes d'avoir des éléments comme ce que vous évoquez là. Il y a quand même une espèce de flou qui a quand même régné au moment de cet assaut et lors de la prise de parole notamment du procureur de Paris et du ministre de l'Intérieur qui était sur les lieux juste à la fin de l'assaut.
on laissait entrevoir une espèce de flou qui planait quand même sur l'effectivité de la présence d'Abdelhamid Abdaou dans ceux qui avaient été soit arrêtés, soit tués dans cet assaut-là. Donc finalement, on peut comprendre que dans votre interrogation, il y ait quand même l'envie d'avoir un peu plus de clarté. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une annonce qui certifie simplement que des tests ADN ont permis de savoir qu'une des deux personnes abattues, finalement, était Abdelhamid Abdaou, on peut s'interroger, et de manière assez légitime même. Mais à côté, vous allez voir, c'était le cas déjà même avec Ben Laden, ce trophée acquis après 10 ans de guerre du côté des États-Unis. C'est difficile souvent de montrer on va dire, les corps de ces terroristes-là. Très souvent, ça reste aussi un enjeu stratégique pour les pays dans la quête, finalement, de ces... Et puis, vous voyez, il est aussi difficile d'utiliser, finalement, soit le corps, soit la carcasse de ces terroristes-là comme un trophée, parce que derrière, il y a l'effet boomerang que cela pourrait avoir, le contre-effet, parce que ça peut davantage radicaliser et être un instrument porté contre la politique même qui combat. Parce que en plus de on va dire de la stratégie militaire, il y a aussi une stratégie idéologique, il y a une stratégie psychologique, il y a une stratégie mentale qu'il faut accompagner. D'accord, c'est une victoire, il faut que le peuple soit rassuré par le communiqué, mais attention, parce que l'image peut être utilisée différemment et les autres peuvent aussi s'en servir pour davantage radicaliser. Elie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, nous avons vu les images de Chekao circuler sur la toile, mort, entre guillemets. Et on a également vu lorsque les États-Unis ont attrapé Saddam Hussein, on l'a montré et ça avait fait l'objet d'un scoop sur les chaînes de télévision américaines. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le simple fait que les Français n'aient pas réussi à diffuser, ne serait-ce que l'image même mort de ce djihadiste, laisse un peu planer le doute sur les tests ADN qui attestent qu'il serait décédé? Non, moi je pense qu'il est décédé. Vous voyez que c'est dans les gravins. Vous savez que c'était un combat rude, malgré que les Français essayent de ne pas en parler. Mais quand on dit qu'on a utilisé 5000 munitions, ça veut dire qu'il y avait une résistance farouche dans cette maison. Et la maison allait s'écrouler. Il faut savoir que c'est dans la vieille ville, le centre de Saint-Denis, dans le vieux quartier de Saint-Denis. Les maisons, c'est les maisons du 18e. Donc, on a même fait venir des charpentiers pour tenir la maison pour que ça ne s'écroule pas. Je pense que son corps était dans les gravins. Mais je te comprends aussi. Je vous comprends quand vous dites que, bon, il y a les doutes qui planent. Donc, ça serait quand même stupide, irresponsable de la part des services secrets ou du gouvernement français de dire qu'on a identifié son corps avec l'ADN et qu'il réapparaît un autre jour. Ça peut se faire, hein? C'est possible. On a vu le cas de Mollah Mohamed Omar, le chef spirituel du Taliban, même de Chekao, qui a cette vie. On lui a donné mort, mais un jour on l'a revu. Ou même de ce monsieur Le Bogne qui est dans le Sahara, Mokhtar Belk Mokhtar. On a déclaré à plusieurs moments mort, mais il s'est apparu. Je pense pour son cas, c'est dans une circonférence bien donnée. S'il est mort, c'est vrai, mais je ne veux pas mettre en doute l'information selon laquelle il est déjà décédé, parce qu'on a identifié son ADN. Mais pourquoi on ne les montre pas? Je crois qu'il a un peu essayé de donner, parce que c'est des gens symboliques. Si on les montre, ça peut peut-être aussi encore augmenter, ça peut servir de mobilisation à un appel au djihadisme mondial. Vous avez vu, on n'a pas montré le corps de Osama Ben Laden. Même ici en Afrique, parce que la plupart du temps, nous voulions toujours parler des autres. Je pense qu'eux aussi s'inspirent de nos exemples qui se passent en Afrique. Avant Chekao ou Mohamed Youssouf, il y avait un certain monsieur qu'on appelait... On a vu le corps de Kadhafi traîner comme un chien dans la rue lorsqu'on l'a regardé, lorsqu'il l'a exécuté. L'image a fait le tour de la planète. Oui, la différence entre Mohamed Kadhafi et Saddam Hussein, ce n'était pas les chefs religieux. Quel qu'en soit ce qu'on peut dire, ils n'étaient pas des idéologues, c'était des chefs d'État. Donc, l'adulation ne peut pas être la même. Je vais donner le cas. Si par exemple, on te montre là où on a enterré Osama Ben Laden, on n'a même pas enterré, on l'a jeté dans la mer. Et je crois que les Américains se sont inspirés d'un problème qui s'est passé au Nigeria en 80. Il y avait un monsieur qu'on appelait Mohamed Maroua, qui avait un mouvement qu'on appelait Maïtessine,
qui sont les ancêtres de Boko Haram. Lui, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas là où on l'a enterré. On l'a tué en 80 par l'armée nigérienne. Il avait tué plus de 4000 personnes. Parce qu'on sait que si aujourd'hui on montre que voilà là où on a enterré Mohamed Maroua, ça devient un lieu de pèlerinage, ça devient aussi un lieu de courage, ça devient un lieu d'inspiration pour tous les djihadistes mondiaux. Je crois que c'est sur cet exemple qui s'est passé au Nigeria que les Occidentaux se sont dit, écoute, un chef religieux comme ce monsieur-là, si on montre même son corps, déjà même la manière qu'il meurt, les gens peuvent croire que non, il est mort. Quand il meurt comme ça avec les armes aux mains, comme les communistes disent, ça inspire d'autres enfants, d'autres djihadistes pour continuer le combat. Espérons bien évidemment que Abdelhamid Abaoud est véritablement mort. Et il y a également une autre question qui refait surface, c'est celui, n'est-ce pas, du financement du terrorisme. Et Poutine, lors du sommet du G20, si l'on s'en tient à ce qu'on nous a lu dans la presse, a annoncé, a dit clairement que 40 pays financent le terrorisme dans le monde. Et parmi ces 40 pays, il y en a qui sont dans le G20. Oui. Et il y a cet écrivain, Frédéric Insel, qui était spécialiste de questions du Moyen-Orient, qui a écrit un livre sur la géopolitique du printemps arabe, qui allait droit au but en citant l'Arabie Saoudite et la Turquie. Je crois que nous avions dit ça ici. On a dit l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. Je vous donne un exemple, parce que le problème est que les Occidentaux sont des grands hypocrites. Vous ne pouvez pas à un certain moment demander, faire la promotion de respect des droits de l'homme, de demander le renversement des régimes violents et dictatoriaux, et de l'autre côté, vous financez ces mêmes régimes. La Turquie, par exemple, ne doit même pas se plaindre, parce que c'est un monsieur, Recep Tayyip Erdogan, qui a juré d'avoir la tête de Bachar en aidant le Daesh. Le blé, le pétrole de Daesh se vend en Turquie. C'est la Turquie qui recycle ça et vend sur le marché mondial et personne ne dit rien. L'Arabie Saoudite, par exemple, voilà un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Dernièrement, il y a un garçon de 12 ans, je ne sais pas si on lui a exécuté, on a tout fait. Son seul crime, c'est parce qu'il a écrit un truc sur un blog. Les femmes n'ont pas de droits. Voilà un pays violent. Il n'y a pas de liberté religieuse, mais les États-Unis, la France ne dit rien. C'est eux qui financent ce qu'on appelle la Ligue musulmane mondiale. Le Qatar et l'Arabie Saoudite font la concurrence pour financer les groupuscules. On a vu ici le Moudjahou, le Boko Haram, le AQMI, les avions qataris qui viennent atterrir au nord du Mali et du Niger. Donc, les Occidentaux, c'est eux-mêmes qui sont l'artiste de ce problème qui se passe. Et là, on ne peut pas peut-être aimer Vladimir Vladimirovitch Poutine, mais pour une fois, il a le courage de mettre sur publiquement l'hypocrisie de ces mêmes pays. Donc, regardez par exemple ce que le Qatar fait. Le Qatar a le Dubai Port. En dehors de ça, quand ils viennent acheter les actions, par exemple, ils sont allés au Congo-Brazzaville, tenez-vous, ils ont pris 15% des actions de Total dans une exploration pétrolière. Et en retour, qu'est-ce que le Qatar demande au Congo-Brazzaville? De construire le plus grand mosquée de l'Afrique centrale à Brazzaville, qui est ignoble. Donc c'est une manière que pour eux, ils veulent... Mais comme nos chefs d'État sont des gens souvent qui n'ont pas de personnalité, comment voulez-vous qu'au Congo-Brazzaville, on construise le plus grand mosquée quand c'est un pays animiste et judéo-chrétienne? Et c'est comme ça qu'ils font l'expansion. Le financement de Seleka, on connaît que c'est les Qataris. Donc, pour une fois, Vladimir Poutine a raison et je lui tire chapeau. Et quand vous dites souvent sur le plateau, vous l'adorez. Oui, oui. Alors, Patrick Christian Dobo, il y a que les États-Unis aujourd'hui ont décidé d'ailleurs de fermer leurs portes aux réfugiés syriens et irakiens. Alors, ça pose un problème. Ces milliers de personnes vont aller où? Vont se volatiliser dans la nature comme cela? Ben écoutez, Louis Roger, cela participe de cette psychose quasi généralisée, n'est-ce pas, que ces attaques de Paris ont amplifié, parce qu'il y avait déjà la crainte, n'est-ce pas, de ces attentats-là. Les États-Unis ont encore frais dans la mémoire le 11 septembre 2001, avec tous ces attentats déjoués ça et là, les aéroports qui sont devenus de véritables forteresses, même si on arrive toujours à trouver quelques-uns qui passent malgré les conditions drastiques qui sont instaurées. Vous voyez, je fais un petit détour en disant, simplement que le danger, même lorsqu'on arrive à traquer et à mettre la main, même en tuant ces activistes et ces terroristes, c'est le danger, c'est d'en faire
des martyrs. Et vous savez le symbole que les martyrs représentent dans ces religions. Donc, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Même outre-Atlantique, parce qu'on avait l'impression que le théâtre le plus, on va dire, ouvert actuellement, et la cible principale de ces terroristes-là était l'Occident et notamment la France. Mais même outre-Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, on est sur ses gardes. Les républicains et nombreux sont les gouverneurs qui disent qu'ils ne vont plus accueillir les réfugiés. Voilà le drame et le revers, n'est-ce pas, de cette situation sécuritaire où il y a des réfugiés qui sont vraiment en quête d'un espace pacifique, en quête d'une nouvelle vie, mais qui vont se retrouver maintenant en train d'avoir ce sentiment d'animosité qui va grandir, qui était déjà présent. C'était déjà pas évident de les accepter. On a vu les foudres qu'Angela Merkel a eu en Allemagne. On a vu comment certains pays se sont comportés dans l'Europe, les Balkans et j'en passe. Aujourd'hui, les États-Unis, qui on va dire, se présentent comme le chantre des libertés, défenseurs des droits de l'homme, voilà les États-Unis qui repoussent. On aurait pu, si on était dans la législation camerounaise, condamner les États-Unis pour refus d'assistance à personne en danger. C'est le cas ici, avec tous ces réfugiés-là. Alors, est-ce que les États-Unis seront bien placés demain pour donner des leçons à d'autres personnes quand cela va se passer de la même façon? Quel est le critère maintenant qui va déterminer l'acceptation ou pas des réfugiés? Parce qu'il me semble que nous sommes dans une spirale où il sera véritablement difficile de filtrer les bonnes intentions des réfugiés de celles qui viennent pour commettre les actes terroristes comme on en a vu en France. Elie Smith. Oui, je voudrais dire que le problème des États-Unis, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas recevoir des réfugiés. Même dans les Balkans, vous savez, le Premier ministre hongrois dit qu'il veut recevoir les réfugiés chrétiens. Parce que le problème qui se passe, l'acte posé par des musulmans crée des problèmes aux musulmans normaux, des musulmans qui respectent l'ordre. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Mais même les États-Unis, on a peur parce que tu vas recevoir quelqu'un chez toi qui va bientôt... Est-ce qu'il n'y a que les Syriens, les Irakiens qui commettent des attentats? Bon, le problème est que ce n'est pas que eux qui commettent les attentats. Oui, on doit recevoir tout le monde, mais il faudra que pour les recevoir, on fasse une identification. Parce que eux-mêmes, les gens du Daesh avaient dit, pendant que vous recevez ces gens chez vous, nous avions nos militaires qui vont venir défendre nos causes chez vous. Donc, c'est quelque chose qui était prémonitoire. Les États-Unis ont toujours accueilli des gens, même chez nous. Je crois que bon, ils ont 11 millions quand même d'étrangers. Exactement. Donc, un discours inquiétant. Un discours inquiétant. Mais le problème qui se pose, comment faire pour que l'on puisse identifier, savoir que Patrick Christian n'est pas un terroriste, Elie Smith n'est pas un terroriste. Comment arriver à pouvoir détecter ce bon grain de livret? Alors, comment séparer justement le bon grain de livret? Vous nous ramenez là au milieu des paroles et des scènes écritures, Louis Roger. C'est assez compliqué. Vous savez, l'une des premières choses qu'on apprend à ces adeptes, n'est-ce pas, de la menace terroriste, c'est comme on le fait aussi avec les services secrets occidentaux. Apprendre justement à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et c'est tout ça, le danger. C'est-à-dire que quand on est formé, façonné pour commettre un attentat, on apprend à déjouer les surveillances, les mécanismes de sécurité qui sont mis en place. Et donc, le challenge est ici très relevé. Et il me semble, Louis Roger, que je suis très mal placé pour vous donner quelle serait la solution pour séparer les terroristes potentiels de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a l'espionnage aujourd'hui, il y a le contre-espionnage, il y a les agents doubles. Alors comment faire? Puis ce sont les systèmes qui sont mis en place par ces États pour épier les uns et les autres. Alors est-ce qu'on pourra... en tout cas, on croit que c'est impossible. Hein? C'est presque impossible. Je crois que Christian l'a dit tout à l'heure. Mohamed Atta, qui était le chef des terroristes qui ont fait tomber le World Trade Center, il était comme tout occidental. C'est un musulman qui avait des copines, qui faisait tout. Donc personne ne pouvait lui soupçonner. Il n'avait pas de barbe, comme on dit, bon, pour savoir un djihadiste, il faut qu'il soit barbu. Il est... Non. Donc je crois qu'ils ont cette aptitude de se infiltrer et de se déguiser parmi nous. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur. C'est que nous, les gens du monde libre, on doit servir un exemple assez obscurantiste, musulman, extrémiste. Il y a quand même fait une distinction entre de bons musulmans et de mauvais musulmans. En fait, leur objectif, c'est de changer le mode de vie qu'on mène. Ils ne veulent plus, par exemple, que... Vous collez la petite. On colle la petite. Ils ne veulent plus vous voir, Sangha. Et ça, ils veulent tous les Sanghas. Donc, ils ont leur manière et c'est ça qu'on doit résister. Donc, les Occidentaux ne doivent pas tomber dans ce piège. L'Occident a toujours été un monde de civilisation, doit toujours rester ce monde de civilisation. On doit leur servir une leçon parce que l'objectif
que Daesh et Aboubakar al-Baghdadi est qu'ils veulent tirer les Français, les Américains, même les Russes, dans une sorte de guêpier pour qu'il y ait cette guerre civilisationnelle. Il faut savoir que Aboubakar al-Baghdadi réfléchit pour la fin du monde. Donc, en faisant ce qu'il est en train de faire, c'est là où je reproche un peu avec l'excès de zèle que la France a eu pour aller commencer à bombarder. Bon, c'est aussi bon pour la politique intérieure. Bon, pour vendre aussi les armes. Pour vendre les armes, parce que comme les Qataris achètent et ils donnent, bon. Donc, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à ne pas entrer dans leur piège d'une confrontation civilisationnelle et de aider ces pays à accepter tous les réfugiés, à accepter le risque qu'un peut devenir terroriste, mais la gentillesse, la générosité occidentale doit primer sur la sauvagerie des musulmans extrémistes. Allons tout de suite en République centrafricaine, ce Catherine de Samba Panza, qui doit organiser le référendum constitutionnel dans quelques jours, le 13 décembre, et la présidentielle et le législative et le premier tour de la présidentielle le 27 décembre, et qui doit également accueillir le pape François qui est attendu dans les tout prochains jours. Alors, deux gros événements, et il se pose un problème, celui de la sécurité. Oui, la sécurité en Centrafrique, c'est quelque chose. Déjà, il y a le contingent de la République démocratique du Congo qui doit se retirer. 400. 400. Donc, comment remplacer ces 400? Mais mon problème, c'est que pourquoi, bon Dieu, d'abord les faire venir? Parce que tout en sachant la réputation des militaires de la République démocratique du Congo, qui sont des gens qui violent les femmes. Le viol chez eux, c'est même le voisin congolais, c'est la même chose. Donc, je pense, pourquoi on les a fait venir? On doit mettre dans cette organisation des pays qui ont quand même une certaine probité, que leurs forces ont une certaine moralité, donc voilà le problème. Mais la sécurité en République centrafricaine est difficile, donc c'est ça le grand défi. Mais le fait que le pape arrive en RCA, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense que le pape aussi pourra servir de quelqu'un, comment dire, une autorité morale, et puis essayer d'embrayer sur les langues de la réconciliation nationale. Je pense que le pape pourra recommander qu'on met tout le monde dans les élections et que Catherine Samba Panza doit aussi adhérer. Parce que tant qu'il n'y aura pas tous les acteurs majeurs ou mineurs dans cette élection, il y aura toujours les problèmes en République centrafricaine. Le 29 et 30 novembre, le pape François est à Bangui. On annonce une très grande célébration, une très grande communication. Alors, vous qui êtes un homme de Dieu, alors dites-nous, cette visite pourra-t-elle ramener la paix en Centrafrique? Bon, je regarde surtout cette visite annoncée du pape François en tant que théologien. Et puis, je la situe dans l'image même que le pape François apporte à la curie romaine et l'image qu'il veut donner, ce souffle nouveau qu'il veut donner à l'Église catholique romaine. C'est une image d'un homme pacifique qui se veut humble et qui veut ramener l'Église à ses fondamentaux de charité, de service, c'est-à-dire un leader qui devrait pouvoir penser qu'il est d'abord au service de ses administrés. Alors le pape François, en venant avec le discours pacifique, veut aussi donner l'exemple qu'il faudrait quand même que nos leaders, que ce soit en Afrique ou dans le monde, prennent cette habitude de savoir que nous sommes à la tête des États, nous sommes à la tête comme dirigeants, mais au service de nos administrés. Et le discours du pape ici, il insiste, malgré les rapports quand même controversés. C'est clair qu'il y a une insécurité en RCA, mais on a vu quand même la France, dans un rapport très alarmant sur la visite du pape, donner pratiquement l'impression de vouloir que le pape annule cette visite-là, ce qui a quand même fait naître des polémiques. Mais malgré ça, le calendrier du pape a été respecté. L'étape de Bangui dans cette visite en 3 phases en Afrique est maintenue. Et l'objectif du pape François ici, c'est de venir au cœur de l'Afrique, porter le message pacifique en étant présent, en étant solidaire et en étant proche des Centrafricains pour leur démontrer qu'il y a encore la possibilité de faire la paix si on regarde l'homme, son vis-à-vis, comme étant soi-même et en lui procurant l'amour que le prochain a certainement besoin de donner à l'autre. Donc, c'est une visite du pape François qui arrive à point nommé et il me semble qu'on va simplement souhaiter qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Il y a le retrait des 400 casques bleus. On annonce un renfort qui va arriver pour ces conditions-là. Surtout des gens qui n'auront pas la libido facile. Alors, 750 militaires égyptiens
ça va quand même permettre, ce sont des Égyptiens des arts. Ah oui, là, on ne pourra pas toucher. On a 140 policiers mauritaniens, là, c'est encore bon. Mais on a 300 militaires sénégalais. Est-ce qu'on va éviter de retomber dans ces mêmes travers, même s'ils viennent, n'est-ce pas, du côté de la Côte d'Ivoire, où il y a quand même le doute qui plane, bien évidemment, sur leur bonne moralité. Alors, on va sortir, bien évidemment, de cette édition. Le temps nous tient à la gorge. C'est ici que s'achève cette édition. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.